Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinar. Alors avant de commencer, je vais faire juste un petit test son. Si quelqu'un peut nous mettre dans l'onglet questions, si jamais vous nous entendez tous bien. OK pour le son. Très bien. Merci monsieur. Alors, bienvenue. Donc, comme vous avez pu le voir, vous avez un onglet questions où vous allez pouvoir poser toutes vos questions pendant la présentation. Questions auxquelles Zineb répondra pour la partie analyse crédit. Et puis, si vous avez aussi des questions sur le fonctionnement de WishArBonds, je suis là en tant que responsable investisseur de WishArBonds. Donc, n'oublions pas les présentations. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Zineb Mexari, qui est directrice crédit chez WishArBonds et qui va du coup vous présenter toutes les clés pour une opération de marchand de biens. Bonjour Zineb. Bonjour. Alors pour commencer, donc il est midi 2, on va pouvoir un peu vous présenter. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc WishArBonds, c'est une plateforme de crédit. Le but de WishArBonds, donc, c'est d'être un intermédiaire entre des investisseurs qui souhaitent diversifier et qui souhaitent épargner. Et bien sûr, donc, soit des PME françaises ou bien sûr des projets immobiliers qui souhaitent avoir un financement et donc qui proposent leurs projets pour les investisseurs particuliers qui ont été inscrits sur notre site. Concrètement, donc vous pouvez prêter pour les nouveaux inscrits à partir de 1 000 € dans tous les projets qu'on a sélectionnés, qui a été sélectionné par notre analyse crédit et par un comité de sélection indépendant. Vous pouvez donc investir, prêter votre argent dans ces sociétés-là et en contrepartie, vous allez recevoir donc les intérêts qui sont liés à votre capital mensuellement, trimestriellement. Tout sur votre compte WishArBonds. Libre à vous après de soit retirer votre argent sur votre compte ou bien sûr de le réinvestir pour que votre argent travaille systématiquement dans les projets que nous sélectionnons. Pour toute question sur le fonctionnement de WishArBonds, je vous invite donc à les poser dans l'onglet questions. Je serai ravie d'y répondre, bien sûr. Ensuite, plus précisément, pourquoi nous avons fait ce webinaire? Donc, peut-être que certains d'entre vous ont participé à la première session sur les opérations immobilières où on s'était spécialisé sur le fonctionnement des foncières. Si jamais, bien sûr, vous souhaitez accéder à cette conférence, vous pouvez très bien nous envoyer un mail au service client, tout au singulier, @wisharBonds.com. On serait ravis de vous diffuser le replay de cette session-là. Aujourd'hui, donc nous allons évoquer donc le fonctionnement des marchands de biens. Pourquoi? Parce que comme vous avez pu le voir, nous avions un projet qui s'appelait l'opération Place Beauvau, qui est encore en ligne pour 32 heures, 24 heures maintenant, sur la plateforme. Nous avons eu pas mal de questions sur ce projet-là. Donc, nous avons souhaité y répondre avec, bien sûr, la présence de Zineb. Donc, on va pouvoir vous présenter le sommaire. Donc, en premier, vous allez avoir la définition, enfin, une explication de Zineb sur les marchands de biens. Donc, qu'est-ce qu'un marchand de biens? Le financement d'une opération de marchand de biens, un schéma de création de valeur, les éléments clés d'analyse, la différence avec la promotion immobilière, aussi d'ailleurs en ligne sur la plateforme en ce moment, la promotion immobilière en quelques mots et bien sûr 2 exemples concrets de 2 projets en ligne sur WishArBonds, l'opération Place Beauvau évoquée précédemment et bien sûr l'exemple de l'opération Jardin d'Iris. Alors, avant de te passer la main, Zineb, j'ai juste une question d'un prénommé Julien. Enchanté Julien. Quel profil d'opération financée
opération portée par un particulier en province ou uniquement grosse opération sur grande métropole? Alors, je pense qu'on parle d'opération immobilière. Zineb, Oui, tu vois la j'imagine une question? opération de marchand de biens. On finance toute localisation en France métropolitaine, on va dire essentiellement, même si on est ouvert à regarder sur d'autres régions. On a fait des opérations l'été dernier en province, par exemple, dont une à Lorient et par exemple une autre au Pradé. Et puis on en fait d'autres, évidemment, sur Paris. D'accord. Je pense qu'il y a aussi une question sur le fait que ce soit effectué par un particulier ou uniquement grosse opération. Ah, si le côté particulier ou professionnel, on regarde les opérations qui peuvent être réalisées, par exemple, par un particulier, c'est-à-dire une première opération, dès lors qu'elle est effectivement structurée en marchand de biens. Tout dépend de la qualité de l'opération. Très bien. Et puis, une question de Marco. Oui, effectivement, Marco. Donc, vous pouvez bien sûr avoir accès au replay. À partir du moment où vous êtes inscrit au webinar, vous allez recevoir en fait un mail à la fin du webinar avec un accès au replay que vous pourrez visualiser autant que vous le souhaitez. Eh ben, écoute, Zineb, je te laisse la main pour commencer la présentation. OK. Alors, la définition d'un marchand de biens, c'est un professionnel, généralement de l'immobilier, qui effectue des opérations courtes d'achat et puis de revente. L'objet de son opération, c'est de créer de la valeur entre son achat et sa revente. Ça peut être via des travaux, via des revalorisations locatives ou simplement en étant souvent en faisant un aller-retour, en achetant très bien et en revendant bien également. Alors, comment se finance une opération de marchand de biens? Classiquement, une opération de marchand de biens va être financée par un mix de dettes et de fonds propres. Historiquement, la dette était une dette bancaire et puis avec l'arrivée du crowdfunding, on va dire que ça a démocratisé les quasi-fonds propres ou la dette mezzanine pour le financement d'une partie des fonds propres de ces opérations-là, qui historiquement étaient faits, on va dire, de façon moins fréquente et par des acteurs, on va dire, de taille un peu plus importante. Cette dette obligataire va venir se loger entre la dette bancaire et les fonds propres. Donc, elle sera subordonnée à la dette bancaire et va se baser sur une logique de risque, donc de risque avec un premium, puisque les taux qui sont proposés sont généralement au-dessus de 8-9%, pouvant aller jusqu'à 11-12%. Mais aura toujours une optique risque et non pas equity, puisque l'optique equity restera toujours celle des fonds propres. Alors, sur le schéma 2, avec le crowdfunding, on a voulu montrer qu'il existait deux schémas aujourd'hui sur les plateformes de crowdfunding. Soit le schéma dont on vient de parler, c'est-à-dire celui où on finance une partie des fonds propres, soit un schéma un peu plus global, qu'on peut appeler par exemple unitranche, qui va venir financer l'opération de l'ensemble de la dette de l'opération, c'est-à-dire à la fois la partie historiquement bancaire, plus une partie de ses quasi-fonds propres. Donc les deux schémas sont possibles et on peut avoir les deux cas de figure. Alors, Zineb, j'ai une question sur le montant minimum d'opération. Une question de Philippe. Merci beaucoup, Philippe, qui te demande s'il y avait un montant minimum d'opération pour pouvoir proposer un projet de marchand de biens sur la plateforme. Alors, WeShareBonds intervient historiquement à partir de 100 000 euros. Pour les deals immobiliers, on commencera à regarder en général à partir de 200 ou de 300 000 euros de financement dit WeShareBonds, c'est-à-dire via la plateforme. Pas de question. Alors, comment se crée la valeur sur Oui, une opération de Zineb, marchand de biens? Ça va recouper. je te coupe juste parce que Philippe, la personne qui a posé la question sur le montant minimum, a juste une petite précision avec une rentabilité minimum.
Oui, ça va recouper avec le slide dont on va parler puisqu'il s'agit Ok. de marge. Donc effectivement, sur ce slide, on montre comment se créer la valeur sur une opération de marchand de biens. Donc là, on a fait un exemple avec une création de valeur notamment liée aux travaux. Donc on va avoir des banques, des obligations et des fonds propres qui vont venir financer l'actif, les travaux et puis les frais. Donc ça, c'est le budget principal. Et puis, on va avoir une création de valeur qui va être la marge. Et cette marge va venir couvrir les coupons de la banque généralement, mais également les coupons des obligations avant de servir une marge nette des frais financiers aux fonds propres. Donc, pour que chacun ait son rendement en fonction de son rang. Il n'y a pas, entre guillemets, de marge minimum ou de rentabilité minimum, mais il est important que la marge soit suffisamment confortable pour couvrir les frais financiers et derrière apporter de ce que j'appellerais de la latitude sur les financements qui sont proposés, notamment le financement obligataire, puisque on va le voir après, les financements obligataires sont généralement couverts, ou en tout cas en termes d'optique de risque, ils vont être subordonnés, enfin, excusez-moi, seniors aux fonds propres et à la marge. Donc, plus la marge est importante, plus les fonds propres sont importants, plus la sécurité qui va être sur le financement obligataire quand il est en tranche subordonnée à la dette bancaire va être importante. Voilà. Je ne sais pas si vous me dites, Philippe, si cela répond à votre question. Ah, on a une autre question. Bon, c'est pas de Philippe, c'est de Gilles. Peut-être que. Alors, Philippe n'a pas tout compris. Ok, Je je sais vais pas essayer. Ouais. Oui. Si on peut peut-être un peu plus familiariser peut-être le. Alors, pour répondre à Philippe, on va dire de façon plus synthétique, je dirais il faut que la rentabilité soit confortable après coût de financement de l'ensemble des tranches de dette. Et par confortable, on entend qu'elle représente un certain multiple du financement obligataire qui est proposé. Je pense que ça peut être, c'est sûrement plus clair, Zineb. J'ai une autre question de Gilles. Philippe, dites-nous si vous avez d'autres questions, bien sûr. J'ai une autre question de Gilles. Donc, pourquoi les obligations ne passent pas en rang 1 lors de la distribution de la marge? Elles passent, les obligations passent après la banque. Donc, en soi, quand on a le flux de cession, qui va être celui effectivement de la valeur de l'investissement plus de la marge, seront servis par rang. D'abord, la banque, avec l'ensemble de ses intérêts, etc. Ensuite, les obligations avec l'ensemble des coupons, etc. Et enfin, les fonds propres, avec la marge qui leur reste. Ok, Zineb. On a une autre question de Johanna. Quelle garantie cherchez-vous, c'est-à-dire la hauteur du prêt du crowd versus les fonds propres de l'entrepreneur? Alors, on n'a pas de pourcentage ou de part fixe sur les opérations. Le montant on va dire la part des fonds propres qu'on peut financer via WeShare Bonds dépend généralement de l'opération et de la qualité de crédit de l'emprunteur derrière. Donc, il n'y a pas de règles. On a déjà fait du quasi 100% sur certaines opérations, comme parfois on a pu se contenter d'en faire que 50%. D'accord. Je n'ai pas d'autres questions, Zineb. Je pense que tu peux continuer. Okay. Alors, les éléments clés d'analyse, on va dire de façon synthétique, quand on regarde un dossier, donc évidemment, comme il s'agit d'immobilier, on regardera la qualité de l'actif. Donc sa qualité, c'est évidemment sa localisation, son état, etc. Sa valorisation, puisque effectivement, il s'agit de bien acheter pour bien revendre, souvent sur une opération de marchand de biens. Quel est le schéma de création de valeur? Est-ce qu'il est compliqué à mettre en œuvre? Est-ce qu'il est correctement budgété? Et est-ce que éventuellement il a déjà commencé à être mis en œuvre? Et puis évidemment le track record du porteur de projet. On en parlait tout à l'heure pour par exemple des porteurs de projets qui peuvent être sur leur première opération, mais nous valoriserons toujours celui qui en a fait bien plus, même si ce n'est pas rédhibitoire de ne pas en avoir fait.
avant. Et puis, la qualité du porteur de projet, idem, quand c'est porté évidemment par un grand groupe avec une solide qualité de crédit, d'un point de vue risque et analyse crédit, ça n'est pas, c'est différent d'un projet qui est porté par une personne physique. En termes de ratio, ce qu'on va regarder à la date du financement, c'est le montant de l'ensemble des dettes sur la valeur des actifs plus des travaux. Et là, chez WeShareBonds, ne dépassera pas 100%. On va regarder le ratio de couverture. Et ça, le ratio de couverture que vous avez pu voir sur l'ensemble des opérations de marchand de biens qu'on a présenté sur la plateforme, c'est le ratio qui dit, en gros, c'est un ratio de flux. À la fin, une fois qu'on a cédé l'ensemble des actifs, combien de cash dispose-t-on pour couvrir le remboursement des obligations et de leurs coupons? En général, quand on est sur une tranche subordonnée, le cash qui est disponible est celui des fonds propres plus de la marge. Et c'est ce montant-là, avant service, évidemment, avant remboursement des obligations, divisé par le montant dû sur les obligations, qui va vous donner le ratio de couverture. C'est-à-dire à combien de fois est-ce qu'on peut rembourser la dette de WeShareBonds. Évidemment, il faut qu'il soit systématiquement supérieur à 100%, et plus il est largement supérieur à 100%, plus on est confortable sur l'opération. On va toujours vous présenter au moins 3 scénarios sur la sortie. Donc, un base case qui est généralement donc, le cas de base, généralement porté par le management ou un petit peu dégradé par rapport à ce que le management a pu nous présenter. Un break-even case qui va partir du principe de se demander à combien il faudrait qu'on vende l'actif pour que tout le monde récupère ses sous, y compris les fonds propres. Et puis un stress case qui, lui, va travailler sur la seniorité et va se demander à combien il faut qu'on vende l'actif pour qu'on rembourse les dettes, c'est-à-dire sans regard aux fonds propres. Et en fonction de ces 3 scénarios-là et par rapport à leur cohérence, par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché et au niveau de confort, évidemment, plus le cas est dégradé, plus on souhaitera avoir bien plus de confort, on tirera les conclusions de risque sur l'opération et de structuration derrière qui peut en découler. D'accord. Alors, on a 2 questions. Une qui va me concerner un peu plus, Zineb, de Gilles, qui demande si les dirigeants de WeShareBonds s'imposent-ils d'investir dans nos projets. Alors, Gilles, je vous remercie pour cette question. Donc, vous avez nos fonds de crédit. J'ai vu que Alexis avait répondu. Effectivement, c'est bien ça. Donc, les actionnaires de WeShareBonds, vous avez aussi donc, la Banque Postale, plus 75 Business Angels. Parfait. Qui investissent dans nos fonds de crédit, et nos fonds de crédit investissent à hauteur de 51% dans les projets qu'on va sélectionner. Et en plus, je sais qu'on a des dirigeants aussi de WeShareBonds qui investissent personnellement dans les projets chez WeShareBonds. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la nouvelle page équipe chez WeShareBonds. Comme ça, vous pourriez un peu visualiser qui se trouve derrière cette entreprise. Ensuite, Zineb, donc nous avons une question de Loïc, pardon, donc qui te demande: que se passe-t-il si le bien éventuellement rénové ne se vend pas avec la marge espérée par le porteur de projet, entre parenthèses, si baisse importante du marché? Et une deuxième question: y a-t-il un délai maximal pour la cession du bien? Alors, pour le délai, c'est le délai du prêt qui va être octroyé généralement. Donc, les prêts de marchands de biens sont généralement octroyés entre 12 et 18 mois. 12 et 24 mois. Donc, en général, c'est le délai. Il faut avoir vendu l'actif pour rembourser la dette à cette date-là. Sinon, il faut trouver une autre source de financement pour rembourser la dette. On part quand même du principe qu'en immobilier et en marchand de biens, c'est la vente de l'actif
qui va rembourser le bien. Je me permets de revoir votre question sur la première partie. Alors, tout dépend évidemment de la baisse qu'il y aura sur le marché et à quel point la marge, est-ce que c'est juste la marge qui est dégradée ou est-ce que là, on couvre même plus les coûts de l'opération. Sur les opérations qui sont présentées sur WishareMonds, quasi systématiquement, une garantie donnée par le porteur de projet, qu'il soit corporate ou personne physique, sera demandée, notamment pour combler un quelconque manque à gagner pour les investisseurs en cas de baisse. La qualité de crédit des porteurs de projet est systématiquement analysée et présentée sur les projets pour permettre aux investisseurs d'y voir clair sur ce point-là. D'accord. On a une question de Johanna, toujours sur cette partie, qui demande comment la note de risque, donc les notes ABC, reflète ce confort. Écoutez, plus la note est élevée, plus on estime que le projet n'est pas risqué. Et plus la note est basse, plus évidemment on estime que le risque est élevé. La note est corrélée à un taux et à une durée et à un mode d'amortissement. Donc une note C, c'est une note moyenne, hein, c'est-à-dire une note de risque, je dirais plutôt confortable. Une note D, c'est une note un peu plus risquée, on va dire un peu plus corsée en termes de risque. Une note B, c'est plus confortable. On commence à rentrer sur des qualités de crédit qui vont être vraiment confortables entre le B et le A. Johanna vient de me rajouter, oui, mais en valeur, plus de chiffres. C'est la dernière question, Zineb, si tu veux la lire. Qu'est-ce qu'il y a en valeur? Plus de chiffres? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Est-ce que Johanna, vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît, pour que Zineb puisse y répondre. En attendant, on a une question de Julien. Zineb, votre intervention se fait systématiquement adosser à un financement bancaire. Pouvez-vous intervenir sur une opération composée uniquement de fonds propres plus votre intervention? Oui, c'est ce qu'on essaie d'expliquer avec le schéma qui était sur la deuxième ou la troisième slide. Effectivement, le schéma où la plateforme WishareBonds adresse l'ensemble de la dette de l'opération est tout à fait possible. Alors, on a Patrick qui repose la question à Johanna. Oui. On va attendre. Si je peux me permettre de répondre à la question, Patrick, il n'y a pas de pourcentage. La note est une appréciation de risque et le risque est apprécié via un certain nombre de ratios, donc il ne peut pas être résumé en un seul chiffre. On a une question de Vincent donc, qui vient nous rejoindre. Bienvenue Vincent. Donc il y a une question. Alors, je comprends l'intérêt du marchand de biens à recourir à un prêt in fine, mais n'est-ce pas de nature à accroître le risque pour l'investisseur? La question est par rapport à l'in fine? Oui. Tu veux que je la relise? Non, la question, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui augmente le risque. C'est la partie in fine? Oui, le fait que ce soit un prêt in fine pas amortissable, je pense. Oui. Alors, effectivement, les prêts sont souvent structurés en in fine et ça, c'est lié au fait que sur une opération de marchand de biens, il y a rarement des flux intermédiaires sur les opérations. Donc, c'est effectivement un prêt in fine et par définition plus risqué qu'un prêt amortissable. Par définition, sur l'ensemble des opérations, ce sera toujours le cas. Mais là, en termes de structuration, il n'est pas possible, entre guillemets, de structurer le prêt en amortissable puisqu'il n'y a pas de flux intermédiaire, il n'y a pas de cash flow qui vont venir couvrir en fait les flux intermédiaires. Le remboursement venant de la cession de l'actif, donc nécessairement le prêt est in fine et assorti quasi systématiquement évidemment de clauses de remboursement anticipé obligatoire dès la cession de l'actif.
Je vous invite d'ailleurs à consulter, pour un peu rebondir, Zineb, à la fin de notre info mémo, donc à la fin des fiches page projet, vous avez justement toutes ces conditions-là. Je sais que nos investisseurs ne la lisent pas assez vu qu'elle est vraiment à la fin, mais je vous invite à la consulter, essayer systématiquement sur les projets. Beaucoup de mesures ont été négociées par l'équipe crédit pour protéger les prêteurs, donc je vous invite à les consulter. Alors, on a Johanna qui a précisé sa question, Zineb, donc qui te donne un exemple. Je lis, par exemple, déjà, le base case a le prix de mètre carré inférieur au marché. Il est très probable de vendre le bien avec un grand profit. Quelle note? Écoutez, si la localisation de l'actif est bonne, qu'on estime que c'est un actif qui est liquide rapidement, qu'il est très bien acheté et que le porteur de projet a une bonne qualité avec un bon track record, il pourra par exemple être noté B. D'accord. Et une question de Gilles. Tu voulais rajouter quelque chose, Zineb? Non? Non, c'est juste un exemple. Et évidemment, et pour un exemple, il faut prendre plusieurs hypothèses pour pouvoir répondre. D'accord. Et donc, une question donc, de Gilles. Quelle est votre responsabilité et quelle garantie dans les opérations que vous proposez? Notre responsabilité à nous, WeShareBond? Je pense, oui. Oui, je pense en tant que plateforme. Alors, la plateforme est agréée par l'AMF en tant que CIP. Donc, on a une responsabilité de transparence sur l'ensemble des éléments qu'on présente et on a une obligation de moyens pour l'ensemble des deals qu'on vous présente. Donc, là-dessus, évidemment, la société, on va dire, elle est agréée, elle est gérée et puis évidemment, elle a les responsabilités qui en découlent. Mais les garanties qui sont proposées sur les opérations, celles-ci seront proposées par les porteurs de projets, ceux qui émettent les obligations. Elles ne seront pas proposées par WeShareBonds. WeShareBonds, lui, la plateforme va présenter l'ensemble des informations d'analyse pour permettre aux investisseurs de prendre une décision éclairée. Et ensuite, il incombera aux investisseurs de prendre leurs décisions sur la base des informations qui leur ont été transmises. Est-ce que peut-être tu peux nous préciser une garantie qui a été mise en place pour le projet Bovo, par exemple? On a par exemple une GAPD personnelle du dirigeant sur l'opération. Les garanties qui sont prises vont aller de la GAPD personnelle à la GAPD d'une holding d'un groupe ou en passant, quand on est sur le financement de l'ensemble de la dette, sur une sûreté sur actif directement, donc par exemple une hypothèque. Je précise juste pour certains de nos investisseurs, donc GAPD, garantie à première demande. C'est vrai qu'on ne connaît pas tous les termes. Je vous invite aussi, on a créé un article de blog qui est composé de quelques vidéos qui vous présentent un peu toutes les garanties qu'on peut mettre en place sur certains projets. Donc vous avez à taper sur Google garantie ou WeShareBond. Si jamais, bien sûr, vous ne trouvez pas le lien, je serais ravie de vous l'envoyer. Donc toujours au service client au singulier @WeShareBonds.com. Zinem, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Ah, si. Donc, une question de Thierry. Quelle est la différence entre une GAPD d'une personne physique et sa caution personnelle? Alors, la différence, elle est dans la mise en œuvre de la garantie. Une GAPD, c'est une garantie à première demande, c'est-à-dire que dès lors qu'elle est appelée, la personne qui s'est portée garante du financement doit d'abord, entre guillemets, payer avant de pouvoir contester éventuellement le paiement ou se retourner vers l'autre partie qu'elle a garantie pour la récupération des sous qu'elle a mis en place. La caution, il faut l'appeler et il faut justifier pourquoi on l'appelle. Donc, elle est plus longue dans sa mise en œuvre qu'une GAPD. C'est pour ça que chez WeShareBonds, en tant que possible, on met toujours en place des GAPD et non pas des cautions.
Une question de Loïc. Qui détient et dispose en termes de disponibilité existante les fonds remboursés par l'emprunteur, capital et intérêt au terme in fine ou régulièrement amortissables? Alors, les fonds remboursés, qui détient et dispose en termes de disponibilité existante les fonds remboursés par l'emprunteur, capital et intérêt au terme in fine ou régulièrement amortissables? J'ai du mal à comprendre la question. Pour moi, je ne sais pas si tu comprends, Zineb, la question de Loïc. Alors, en termes de flux, lorsqu'un actif est cédé, donc là, les flux transitent évidemment via un notaire. Ils sont derrière versés sur le compte de la société, qui est un compte externe. Et là, la société, alors, donc dans le cas où on est en dette subordonnée, qu'on s'entende donc avec une clause de remboursement anticipé obligatoire, la société et le dirigeant ont l'obligation contractuelle de verser les fonds sur le compte Les Monoway, là pour le coup, qui est géré directement par WeShare Bonds, et qui derrière seront dispatchés à l'ensemble des investisseurs de façon quasi immédiate. Pour les flux. Quand on est évidemment avec une hypothèque, là, les flux arrivent directement de chez le notaire, puisque c'est le notaire qui doit payer, entre guillemets, qui a la responsabilité de verser les fonds à celui qui détient l'hypothèque afin d'avoir la main levée derrière. D'accord. J'ai juste mis des indicateurs comme quoi on allait répondre aux questions. Zinem, je vais t'inviter à continuer la présentation parce que je sais qu'il y a des personnes qui doivent partir, vu qu'on avait convenu 45 minutes. Julien et Loïc, bien sûr, j'ai notifié votre question. Et puis, si ça ne vous dérange pas, on pourra y répondre un peu plus tard à la fin de la présentation. Ça, on va pouvoir un petit peu avancer si ça vous va. Alors, quelles sont les différences entre un marchand de biens et la promotion immobilière? Alors, on a essayé de résumer ça en 3 points clés. Le marchand de biens, c'est un actif existant, donc on finance un actif qui existe avec une valorisation, et donc un actif tangible. Mais un marchand de biens, c'est généralement une vente sur un bien achevé. Donc une vente après acquisition nécessairement, et puis un horizon observé sur les opérations de 12 à 24 mois. Un promoteur immobilier, lui, c'est un actif qui va être en cours de création, puisque c'est un actif à construire. Mais en revanche, il va avoir une visibilité plus importante sur ses ventes, puisque grâce à la VFA, on va avoir des ventes au fur et à mesure de la construction du programme. Et les horizons sont un peu plus longs, puisque les délais de construction sont un peu plus longs. Donc, en général, on observe des opérations, quand elles sont financées dès le départ, qui vont durer entre 24 et 36 mois. Quelques mots sur la promotion immobilière pour préciser ce dont on parlait à l'instant. En termes de logique de financement, donc je vous le disais, on peut en avoir 2 sur la promotion immobilière, soit au début de l'opération. Donc là, on vient financer aux côtés des fonds propres, éventuellement de la dette bancaire, le préfinancement de l'acquisition du foncier et des avances de trésorerie nécessaires à l'opération. Et puisque derrière viendront les flux de VFA, mais d'abord, en général, il faut avancer la trésorerie. Ou alors, on peut avoir aussi des financements qui vont avoir lieu pendant l'opération et qui vont être de nature à venir apporter de la liquidité au promoteur immobilier qui aura, puisque au fur et à mesure on sécurise les ventes, bien sécuriser son opération. Donc via soit un refinancement de fonds propres, soit quand on a des commercialisations et des projets qui sont très avancés, des préfinancements de marge. En élément clé d'analyse, on va évidemment avoir le taux de précommercialisation qui va être présenté. Plus le taux de précommercialisation est élevé, plus une opération est évidemment sécurisée, puisqu'elle aura sécurisé une partie importante de son chiffre d'affaires. Le niveau de sécurisation des coûts et des intervenants sur une opération, tout ça évidemment a vocation à bien encadrer et à bien comprendre la marge qui sera attendue sur l'opération. Comprendre les flux de trésorerie prévisionnels qui
sur une opération de VFA sont bien plus, on va dire, c'est un élément bien plus important que sur une opération, par exemple, de marchand de biens, parce que là, on a des flux intermédiaires, des logiques d'appel de fonds liées à la VFA qui vont faire qu'on peut être remboursé bien avant la fin de l'opération. Et puis, évidemment, comme toute opération, là, pour le coup, de financement immobilier, le track record du porteur de projet et sa qualité de crédit, et sa qualité, évidemment, également business, seront des éléments clés dans le cadre de notre analyse. Alors, on a comme le disait Estelle en préambule, on a 2 opérations actuellement sur la plateforme. L'une en marchand de biens, donc qui est l'opération Place Beauvau, et une autre en promotion immobilière, qui est le Jardin d'Iris. Et une foncière. Pardon ? Et une foncière qui a été mise en preview aujourd'hui, hier Une même. opération de préfinancement de marge. Oui. Adossée à une foncière, oui. Qui est en preview actuellement, c'est ça, Estelle ? Oui, c'est ça, ouais. Alors, quelques mots sur l'opération Place Beauvau. Là, on est sur ce dont on a parlé un peu plus en détail, c'est-à-dire le cas où on vient venir intervenir en financement d'une partie des fonds propres sur une opération en subordonnée à une dette bancaire sur une opération de marchand de biens. Donc là, on a sur les points d'analyse qu'on a vu tout à l'heure, on a évidemment le point sur l'actif, un actif avec une localisation d'exception, très bien, qui est en excellent état aujourd'hui et qui a une situation locative, on va dire, à vocation évolutive. Et c'est cette situation locative qui va venir créer de la valeur sur cette opération. Donc, tout à l'heure, par exemple, on a vu l'exemple de la création de valeur avec des travaux. Là, on va être sur une création de valeur via une évolution de la situation locative. Comment on fait évoluer la situation locative sur cet actif précisément? On a 3 actifs distincts qu'on peut distinguer en tout cas, 2 boutiques plus un bureau, un étage de bureau au premier étage. Eh bien, on a une négociation en cours là, pour le coup, finalisée, puisqu'elle a été protocolée avec le premier locataire, qui est les Parfums Caron, locataire de qualité faisant partie du groupe, on va dire, cosmétique qui a été créé par la famille Rothschild. Celui-ci, il est en cours de finalisation pour fixer le nouveau loyer. Une négociation en cours avec le second locataire qui est là depuis 1979, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas depuis sa création, qui est une galerie d'art qui appartient à la famille Chibré. Celui-ci, il y a eu des débats assez longs via notamment une procédure de fixation de loyer qui touche à sa fin et qui devrait aboutir à un loyer plus élevé que le loyer actuel. Donc là-dessus, créant de la valeur derrière de rendement. Et puis, un premier étage qui a été historiquement occupé par les Parfums Caron, qui va venir, qui va être libéré et qui va donc créer de la surface à louer, excellemment bien placée, et donc créer également une valeur locative supplémentaire. Et derrière, c'est la valorisation, la somme de la valorisation de l'ensemble de ces actifs-là qui va évidemment le fait de finaliser l'ensemble des négociations qui va venir créer de la valeur sur ce projet. Donc en termes d'équilibre de financement, on voit qu'en termes de ratio de financement, on est sur 100% de la valeur d'acquisition hors frais entre la banque et le financement Wisher Bonds, et que derrière, sur les ratios de couverture, on va être à des ratios de couverture systématiquement supérieurs à 100%, même dans le cas stress case où on est venu vendre en fait l'actif à une valeur dégradée, sachant que effectivement le postulat de base et celui qui est basé sur les rapports d'expertise que nous avons pu obtenir part du principe que là l'actif a été bien acheté initialement. Le porteur du projet, Alexandre Zarowski, mène des opérations de ce type, c'est-à-dire de revalorisation locative, depuis maintenant plusieurs années, et il en a réalisé plusieurs avec succès. Il se porte personnellement, comme on le disait tout à l'heure, garant sur cette opération à mener en maximum 18 mois. Le projet vous est proposé jusqu'à demain, Oui, et demain, sur 18 18h30. mois à 11% de mémoire.
Merci beaucoup, Zinem. On a une question de Marine qui demande quel est en moyenne le niveau du taux de précommercialisation demandé. On souhaitera avoir une précommercialisation généralement supérieure à 30%. Et encore une fois, je dirais que cela dépend de la localisation. Plus la localisation est entre guillemets attractive et liquide, plus on pourra avoir des taux de précommercialisation faibles. Plus on estimera que la localisation, par exemple, d'un projet est un petit peu moins attractive et potentiellement moins liquide de fait, plus on demandera un taux de précommercialisation qui pourra être élevé. D'accord, merci beaucoup. Cela rejoint donc le point suivant qui est notre exemple du projet de promotion immobilière actuellement en ligne, donc le projet, l'opération Jardin d'Iris. Donc là-dessus, on est sur une opération qui est portée par un acteur qui s'appelle Unity Habitat, qui est un acteur coté spécialisé dans le logement social et notamment d'ailleurs dans les résidences pour seniors, qui nous présente un projet situé à Saint-Sulpice de Faléran, c'est juste à côté de Libourne, en Gironde, sur lequel il va construire une maison intergénérationnelle, donc en fait une résidence senior, qui fait 26 logements, qu'il a déjà en fait vendu via un contrat de réservation à un acteur de premier rang de l'investissement en fait social, sécurisant ainsi 75% des flux de chiffre d'affaires à venir, et puis des parcelles, des lots à bâtir autour qui vont être commercialisés au fur et à mesure, dont 2 d'ailleurs ont déjà été réservés, sécurisant ainsi 79% du chiffre d'affaires. Donc on voit que là-dessus, on a une pré-commercialisation qui permet quand même de bien sécuriser les flux de vente à venir et les prix qui sont corrélés. On a un prévisionnel avec une marge qui va être une marge groupe, puisqu'elle est avant honoraire du groupe, de l'ordre de 12%, avant financement. Et en fonction, comme on le disait tout à l'heure, évidemment de la durée du financement, la marge finale de l'opération dite groupe devrait se situer entre à peu près 6 et 8% du chiffre d'affaires. L'opération là-dessus ne porte qu'une seule dette, donc la dette Wishares Bonds. On est donc en rang senior sur cette opération-là et elle est assortie d'une clause de remboursement anticipé obligatoire, évidemment au fur et à mesure des flux de trésorerie, et d'une GAPD du groupe Unity Habitat. Merci beaucoup, Zineb. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Il me semble que c'est la dernière slide de cette présentation. Oui. Je te propose donc de reprendre les questions donc, de Julien auxquelles on n'a pas encore répondu. Il y a un petit quart d'heure. Donc, c'était concernant les actifs financés uniquement du local pro ou même du mixte. Ouais, je suis désolée, tu as coupé Estelle pendant un moment. Ah, excuse-moi. C'est bon? Ouais. Oui. Alors, donc la question de Julien, il y a 12 minutes, je pense que tu peux l'avoir aussi dans la rubrique questions. Okay. Comment? Concernant les actifs financiers? Oui, c'est ça, oui. Uniquement du résidentiel ou bien du local pro ou même du mixte? Oui, tout type d'actifs. On n'a pas de spectre ou de focus particulier. On regarde tout type d'actifs. Et une question donc de Loïc, pareil, il y a un petit quart d'heure. Chez qui sont les fonds remboursés? Les fonds remboursés arrivent directement chez Wishares Bonds et sont, dès leur arrivée, dispatchés à l'ensemble des investisseurs. Estelle, je te laisse confirmer. Oui, je confirme. Donc, bien sûr, une fois que les fonds sont arrivés, il y a aussi, on va prendre en fait la somme qui correspond à votre fiscalité, et donc on le mettra sur un compte qui est lié à ça. Donc, c'est pour ça que vous arrivez en fait dès que l'argent est remboursé, c'est bien net de fiscalité. Nous, on a bien prélevé à la source les prélèvements sociaux et forfaitaires. Voilà, petite précision fiscalité. Donc, on a une question de Jacques qui évoque Unity. Zineb, Unity sort beaucoup de projets, n'est-ce pas un risque?
Effectivement, Unity connaît un très fort développement en ce moment et affiche un carnet, un backlog, un carnet de commandes assez important sur ses projets. Les financements étant systématiquement ou quasi systématiquement en tout cas adossés à des opérations, pour peu qu'ils aient été correctement structurés sur les opérations, cela ne semble pas on va dire, particulièrement risqué, puisque c'est le propre même de leur business de faire plusieurs projets en même temps. Merci Zineb. On a une question de Julien. Comment vous soumettre à la faisabilité d'un projet de promotion immobilière? Construction, centre d'affaires, par exemple. Il faut envoyer un email à nos équipes. Vous pouvez par exemple l'adresser à crédit@wishabonds.com et avec l'ensemble des documents de présentation du projet, du PC purgé, du compromis si vous n'avez pas encore acheté ou de l'acte si vous avez déjà acheté. En tout cas, tous les éléments de présentation de votre projet. Et puis, nous allons regarder ça pour vous faire un retour rapidement. J'ai noté l'adresse mail à votre réponse, Julien, si vous souhaitez y accéder. Alors, il me semble qu'on a répondu à toutes les questions. Alors, non, j'ai pas. Alors, on a une question de Laurent. Quel est le délai de validation suite inscription sur la plateforme? Donc, je pense que vous parlez en tant qu'investisseur, Laurent, si je ne me trompe pas. Donc, pour vous inscrire sur la plateforme, donc vous avez une première partie qui est une simple page d'inscription où vous devez mettre votre nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone. À partir de là, donc vous pourrez accéder au projet. Par contre, pour investir dans les projets qu'on a sélectionnés, vous allez devoir effectivement valider votre inscription. Pour cela, je vous invite à remplir votre questionnaire patrimonial. Vous pouvez bien sûr investir en tant que personne physique ou morale. Suite au questionnaire patrimonial, vous avez donc à nous faire parvenir directement en ligne des pièces justificatives. Donc pour une personne physique, il vous faut 2 pièces d'identité, passeport, permis de conduire, carte d'identité, 2 pièces d'identité et un RIB, pardon. Pour les personnes morales, nous avons besoin d'une pièce d'identité du gestionnaire du compte. Nous avons besoin un CABIS qui date de moins de 3 mois, les statuts certifiés de la société, toujours un RIB et bien sûr les cartes d'identité si jamais votre société, si jamais les bénéficiaires de la société détiennent plus de 25% de la société. Ensuite, donc tous ces documents-là vont être validés par notre prestataire de paiement Lemonway. Dans les 48 heures, vous recevrez donc un mail comme quoi votre compte a été validé par notre prestataire de paiement et vous serez donc bien sûr en capacité d'investir. Alors, on a une question de Loïc, Zineb. Cela veut dire qu'en cas de difficulté financière de WishShareBonds, que se passe-t-il? Ce n'est bien sûr qu'une hypothèse. Alors là-dessus, évidemment, on a des plans de continuation de l'activité qui ont été mis en place et des process. Donc, si jamais ça devait arriver, j'ai pas de bois autour de moi, mais si jamais ça devait arriver, il y a des plans qui ont été structurés, réalisés, des process qui seront mis en œuvre pour permettre la continuité d'activité et notamment la poursuite on va dire de la récupération, en tout cas des remboursements des investisseurs qui ont prêté via WishShareBonds. Il est à noter, je me permets juste de rajouter que Lemonway donc sera garant des flux pour effectuer les remboursements. Alors, une autre question de Mathieu. Bonjour, vos obligations sont-elles éligibles au PEA-PME? Alors, effectivement, légalement, on est éligible. Hein, les titres du financement participatif peuvent rentrer dans un PEA-PME. Après, en toute honnêteté, c'est compliqué en fait pour les banques de suivre donc la valorisation des flux via le PEA-PME. Donc, je vous invite à consulter votre banque et donc à expliquer le principe de WishShareBonds pour savoir si c'est possible avec votre banque.
Mais c'est vrai que jusqu'à dernièrement, c'est effectivement un peu compliqué pour les banques. Alors, si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Bien sûr, vous pourrez toujours les poser. Après, donc au service client, on a aussi donc un chat qui est en direct sur la plateforme. Vous pouvez bien sûr chatter avec nos équipes si jamais vous avez une question. Bon, eh bien, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, Zineb. Bah, écoutez, je vous remercie à tous d'être venus à cette conférence. Si bien sûr ça vous a plu, je pense qu'on va continuer ces petites sessions webinaires pour vous présenter les opérations immobilières. Si bien sûr ça vous a plu, vous serez prévenus dès l'ouverture d'un nouveau webinaire. Zineb, merci beaucoup. Merci à vous. Et bien sûr, à bientôt. Très, très bonne journée. Et puis, merci pour tous les commentaires. Merci pour votre participation. Au revoir. Merci, au revoir.